Excellence, bonjour. Bonjour. Eh bien, alors, la position du Tchad en Afrique centrale est assez particulière car c'est l'un des pays les plus touchés par l'avancée du désert. Alors, comment est-ce que, au niveau de votre pays, on gère les aspects de lutte contre la sécheresse? Bon, merci pour cette opportunité. Beaucoup ignorent, mais le Tchad joue un rôle très important. D'abord, dans la régulation de la température mondiale, parce que nous sommes les remparts des forêts tropicales. Et aujourd'hui, il n'est pas un secret pour personne que ce sont des forêts, je parle de la forêt tropicale et la forêt d'Amazonie, qui régulent la température mondiale. Mais le Tchad, c'est la porte d'entrée. La porte d'entrée et qui joue ce rôle des remparts et qui protège en fait la forêt tropicale. La porte d'entrée parce que le désert avance à partir du Tchad. Le désert avance, selon les spécialistes, de minimum 4 km par an. Et nous sommes en train de faire beaucoup d'efforts qui ont été faits, mais nous avons aujourd'hui, si vous prenez l'opération 16 millions d'arbres, que je viens de lancer le 12 mars dernier, de planter 16 millions d'arbres d'ici la fin de 2022. 16 millions d'arbres, un Tchadien, un arbre. Nous avons aussi signé des accords avec les compagnies pétrolières qui opèrent dans notre pays de faire des reboisements. Nous avons aussi pensé, à travers la Grande Muraille Verte, même si cela prendra du temps, de aussi reboiser surtout les 4 ou 5 provinces que le désert avance vers elles, genre les Wadifira, les Bata, les Kanem, les Barghazal et la province du lac Tchad. Donc, nous avons aussi initié un projet de ceinture verte pour presque toutes les grandes villes. Et là, je dirais une pierre, plusieurs coups. Un, faire une ceinture verte autour des grandes villes, c'est aussi casser un peu la température, stopper l'avancée du désert, créer de l'emploi pour les jeunes et surtout les femmes des femmes veuves, les femmes qui ont des enfants et elles n'ont pas vraiment que ce soit des parents ou des maris qui prendra la charge des enfants. Donc c'est de veiller aux arbres que nous allons planter tout autour de la ville, mais en même temps de faire aussi de la culture maraîchère. Et alimenter bien sûr la ville en termes de légumes, c'est-à-dire des tomates, des salades en termes de légumes. Et ça fait aussi réduire, au moins, ou bien casser même les coûts de vie et alléger un peu le panier de la ménagère. Et donc voilà, dans tout ça, nous avons bien sûr échangé avec les différents partenaires et surtout des partenaires aussi traditionnels. Mais je crois que nous avons aussi compté sur nous-mêmes d'abord pour que les partenaires nous accompagnent. Et moi, je profite de votre micro pour lancer un vibrant appel à tous nos partenaires d'adhérer à cette initiative qui est non seulement pour le Tchad, mais pour l'Afrique et l'humanité. Parce que quand vous avez des diamants, vous avez de l'or, vous avez de l'argent dans votre chambre, vous devrez s'assurer que la porte est bien fermée. Et le Tchad, c'est la porte d'entrée du désert vers notre forêt aujourd'hui tropicale qui contribue à la régulation de la température mondiale. Et bien sûr, avec nos parents, nos frères, nos parents de Congo, avec leurs tourbières qui absorbent aujourd'hui le carbone. Vous, journalistes, quand vous nous voyez aujourd'hui,
à la COP 15 ou hier à la COP 26 à Glasgow, nous les pays africains, on ne demande pas, on n'est pas en train de quémander. On est seulement en train de dire à nos partenaires, et surtout aux pays industrialisés, de nous accompagner parce que sur ce que nous subissons, pour eux, nous subissons pour eux. Et donc, tout ce qui a été causé à l'Afrique en termes surtout des pollutions, des gaz à effet de serre, et que l'Afrique, à travers ses tourbières, à travers ses forêts, absorbe et régule la température mondiale, mais l'Afrique doit aussi en bénéficier. Mais pour le cas du Tchad, c'est un peu particulier parce que c'est la porte, je dirais, la porte d'entrée du désert vers les pays, surtout les Cameroun, les deux Congos, le Gabon, Centrafrique, jusqu'à vous descendez jusqu'à l'Afrique australe. C'est à partir du Tchad que le désert avance. Et le Tchad doit faire quelque chose. Et le Tchad ne peut pas le faire seul, sans la solidarité des autres pays amis et frères. Monsieur le ministre, le lac Tchad aujourd'hui a perdu une très bonne partie de sa superficie. Ceci a été présenté depuis assez longtemps comme des effets palpables liés au changement climatique. Alors, comment s'opère au niveau de la République du Tchad les initiatives visant à pallier aux conséquences dues à ces effets? Oui, c'est une question très intéressante. Le lac Tchad, aujourd'hui, la question du lac Tchad n'est pas seulement une question aujourd'hui tchadienne ou régionale, c'est une question mondiale. Et tout a été dit sur le lac Tchad. Tout a été dit. Sauf sauver le lac Tchad. Et maintenant, les gens ont beaucoup parlé de la sauvegarde du lac Tchad. Parce qu'en 50 ans, le lac Tchad a perdu 80% de sa superficie. Et qui fait vivre aujourd'hui au-delà de 30 millions de personnes. Sur les 30 millions de personnes, 80% sont des jeunes. 80% de jeunes. C'est aussi une source de l'immigration clandestine. Parce que ces jeunes n'ont pas grand-chose. Ils vivent que de cette activité de la pêche ou de l'aquaculture. Et comme cette activité elle est menacée par déjà la rareté de l'eau, n'ont pas autre option pour eux, je dirais, et que je n'approuve pas cette option, de prendre le chemin de l'Europe. Croyant que ces jeunes croyants qui vont avoir une vie meilleure. Et ce qui est dommage, et je dirais même malheureux, c'est que la grande partie de ces jeunes qui tentent cette aventure, elle se trouve et elle se retrouvera demain au fond de la Méditerranée. Elle n'atteint même pas l'Europe. Et ceux qui arrivent là-bas aussi, asphyxient, certains pays de l'Europe sont asphyxiés par ce nombre incontrôlé de l'immigration clandestine. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, je dirais à ces pays qui sont asphyxiés de nous accompagner. Surtout de trouver une solution, parce qu'il faut créer des conditions pour ces jeunes et avoir des activités génératrices de revenus pour ne pas tenter une aventure, je dirais une aventure de la mort. Mais le lac Tchad, il faut aussi un plan de résilience internationale. Sauvegarde du lac Tchad. Dans le langage de notre gouvernement maintenant, nous on a arrêté de parler de sauvegarde parce qu'on n'a plus le temps pour sauvegarder le lac Tchad. Maintenant on parle au sein du ministère de l'Environnement, on parle de sauver le lac Tchad. Nous avons bien sûr à Glasgow, moi-même j'ai échangé avec son Excellence le président Tshisekedi sur cette question d'alimenter aussi le lac Tchad à partir du Congo
avec l'eau qui se déverse seulement dans l'Atlantique, mais il faut une étude technique aussi. Et déjà, on a des difficultés même à trouver des bailleurs pour ne serait-ce que nous aider ou nous accompagner dans cette étude technique, parce qu'il faut rassurer les États avec les transferts des eaux de la République démocratique du Congo jusqu'à le lac Tchad. Donc c'est un méga projet. Et cette question, je me répète encore, c'est une question internationale et elle devrait être au centre de toutes les COP comme elle a été. Mais je vois que ces derniers temps, nous sommes abandonnés qu'à nous-mêmes. Et je crois que si nous voulons vraiment donner une solution aux jeunes et aux femmes, surtout de l'Afrique, à un nombre qui est important, qu'on parle aujourd'hui de 30 à 40 millions de personnes, et là, il faut faire quelque chose dès maintenant. Monsieur le ministre, également, nous allons aborder les aspects liés à la lutte contre le braconnage, puisque nous savons que le Tchad a connu, au début des années 2010 à 2015, un grand effet de braconnage des grands mammifères, notamment les éléphants. Et qu'une mesure d'urgence avait été en ce temps lancée, des opérations d'urgence avaient été lancées. Alors quel état faites-vous aujourd'hui de ce combat au niveau national? Bon, je dis aujourd'hui, je peux dire que c'est positif. Nous avons pu en un rien de temps maîtriser la situation. Parce qu'avant, la question de la protection de l'environnement relève de la compétence de la garde forestière et faunique. Mais nous avons réussi parce que vous savez, aujourd'hui en Afrique, Dieu merci, nous avons une armée bien structurée, une armée aguerrie et qui peut faire face à toute menace. Et nous avons pris quelques éléments, je me dis des officiers même généraux de l'armée nationale tchadienne qui ont une large expérience et qui ont été dans plusieurs théâtres des opérations, des combats, pour les prendre dans la garde forestière. Nous avons créé une unité anti-braconnage et ça a donné beaucoup de résultats. Et aujourd'hui, à l'heure que je vous parle, je dirais qu'il n'y a aucune menace qui pèse sur la faune au Tchad. Mais nous avons aussi privilégié les partenariats avec les ONG. Nous avons signé des partenariats, nous avons signé des conventions avec des ONG à but non lucratif de nous accompagner dans la protection de la faune et la flore. Et ces ONG, Dieu merci, elles sont en train de faire un excellent travail. Et je ne peux pas vous les citer tous ici, mais elles font un excellent travail. Et ça, vraiment, je ne peux pas dire que ces phénomènes, aujourd'hui, on parle du passé, mais quand même, ça a limité vraiment les dégâts. Et c'est des choses aujourd'hui rares dans notre pays. Que les braconniers tuent des animaux et repartir là où ils sont venus. L'un des problèmes également que j'ai tenu à soulever, c'est la question de mobilisation des financements pour faire face à tous ces grands défis, tant soit au peu national, au niveau du Tchad, qu'au niveau sous-régional. Ceci est un handicap un peu pour les pays dans l'implémentation des politiques. Alors, en votre qualité également d'homme politique, comment pensez-vous que l'Afrique ou les Africains peuvent répondre et faire face aux problèmes les plus urgents liés à la conservation, au changement climatique, etc., sans toutefois toujours avoir la main tendue qui, justement, au-delà du constat global qui a été fait, a du mal à répondre à la part des bailleurs? Oui, mais ça, c'est une question que nos partenaires traditionnels
les partenaires techniques et financiers de l'Afrique doivent comprendre que leur vie en dépend des Africains. C'est le continent de l'espoir. Il n'est plus question que les partenaires s'intéressent seulement à nos matières premières. Parce que, comme je viens de le dire, nous assurons et nous contribuons à la température idéale du citoyen lambda qui se trouve aux États-Unis, au Canada, en France, un peu partout. Tout a été dit. Nous avons enregistré beaucoup des annonces. Et je suis entièrement d'accord avec vous que il n'y a pas vraiment de concret. Il faut le dire. Nous, les Africains, nous devrons d'abord compter sur nous-mêmes. Sur nous-mêmes. Et ça, c'est extrêmement important. Et au Tchad, cette année, on a décidé de planter 16 millions d'arbres. Chez nous-mêmes. Si les bailleurs nous accompagnent, tant mieux. Et chaque pays africain, surtout les leaders, où les leaders doivent avoir une vision politique pour répondre aux élèves du changement climatique. Comptez sur nous-mêmes. Et vous l'avez constaté aujourd'hui. Oui, les annonces. Je prends l'exemple de la Grande Muraille Verte. Lors de One Planet Summit, sous l'égide du président Macron, 19 milliards de dollars ont été promis à la Grande Muraille Verte, avec 4 milliards de dollars sous forme de dons. Et à l'heure que je vous parle, aucun État a bénéficié d'un centime. C'est ça les grands problèmes. Donc, moi je dirais que il ne faut pas perdre espoir. Et je me répète encore, c'est que nous demandons aux États, surtout à nos partenaires et les pays industrialisés, ce n'est pas parce que nous ne voulons pas que nous voyons qu'ils ont de l'argent, on leur demande de nous donner de l'argent. Non, non, non. C'est parce que nous protégeons tout le monde. C'est parce que nous absorbons ce qu'eux, ils dégagent, qui nuit à l'environnement. Vous voyez? Et donc, si vous prenez chaque jour votre ordure et venir jeter chez quelqu'un, et le jour où le propriétaire de la maison qui encaisse, qui vous dit non, donnez-moi quelque chose pour que je nettoie aussi, que ça sera un problème. Ça, c'est pas du tout normal. Donc, moi, tout ce que je peux dire, c'est d'abord, nous devrons aussi avoir une vision, nous les Africains. Chaque pays doit avoir sa politique en matière de, surtout, la protection de l'environnement et aussi répondre aux élèves du changement climatique. Et nous sommes en train de le faire à travers nos CDN, à travers nos plans d'adaptation au changement climatique, mais on ne peut pas le faire seul. On est en train de faire dans la solidarité. On est en train de faire des partages d'expériences. J'étais au Rwanda, on a fait aussi avec nos frères rwandais, ou avec le Cameroun à travers la COMIFAC, Commission des forêts de l'Afrique centrale, avec les deux Congos. Demain, je serai aussi à Congo-Brazzaville. Et nous sommes en train de faire. Mais on est aussi limité. Et c'est trop, ça pèse pour nous tous. Et les gens n'ont pas compris parce que si nous lâchons, mais eux, ils n'ont pas un autre endroit à vivre, qui est peut-être chercher à venir ou immigrer vers l'Afrique. Donc, avant que ça soit trop tard, nous leur demandons de nous accompagner à travers les différents projets que nous avons pour au moins limiter les dégâts.
Merci, Monsieur le ministre, d'avoir répondu à toutes ces préoccupations et au plaisir de vous avoir pour les prochaines fois. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie et je vous souhaite plein succès pour cette chaîne panafricaine. Et nous sommes fiers et contents de vous et je crois que vous faites un excellent travail pour les Africains et surtout sur la question de l'air qui est l'environnement et les changements climatiques. Et quand on dit environnement, c'est l'affaire de tout le monde, c'est une question de vie. Je vous remercie beaucoup.